On passe maintenant à la deuxième équation de conservation, qui est l'équation de conservation de quantité de mouvement linéaire, sous forme en utilisant l'analyse différentielle. Une petite remarque dès le départ, c'est qu'on peut obtenir cette équation de plusieurs manières. Si vous voulez voir les détails, vous allez consulter la littérature spécialisée, les livres. Donc, nous, qu'est-ce que nous avons vu dans les cours précédents? Nous avons vu que la somme des forces qui s'appliquent sur un système, la force totale, la somme des forces, il y a des forces de volume, body force, c'est les forces de gravité. Il y a aussi les forces de surface. Les forces de surface, vous avez les forces de pression, vous avez les forces de cisaillement, visqueuses, et vous avez les autres forces telles que par exemple les réactions. D'accord? Je vais les écrire, ces équations, sous forme, je vais utiliser l'équation de quantité de mouvement sous forme intégrale au départ. Donc sigma des forces, force de volume, force de sol, égale intégrale de rho g dv, d'accord? C'est les sigma des forces de volume, et sigma des forces de surface, c'est l'intégrale de sigma ij fois ds. Sigma ij, c'est quoi? C'est l'ensemble des contraintes de surface. Parce que la force de surface, c'est quoi? C'est une contrainte sigma fois ds. Par exemple, la force de pression, c'est la contrainte de pression P fois la surface. La force de cisaillement, c'est la contrainte de cisaillement tau fois la surface. Donc, toutes les forces de surface, c'est l'intégrale de sigma ij. Et sigma ij, c'est quoi? C'est la matrice des contraintes. C'est l'ensemble des contraintes. Et je vais remplacer ce tenseur, cette matrice, par cette matrice que vous voyez ici, où vous avez les 9 contraintes qui agissent dans le cas général. D'accord? En coordonnées cartésiennes, les 9 contraintes qui s'appliquent sur un élément sont, vous avez les contraintes normales qui s'appliquent qui sont sur la diagonale, et les contraintes extra, les termes extra-diagonaux, c'est les contraintes de cisaillement. Ça, on l'a vu déjà. On l'a vu même en résistance des matériaux. Vous avez les contraintes normales et vous avez les contraintes de cisaillement qui vont former un tenseur, une matrice à 9 éléments, dans le cas général. D'accord? Très bien. Donc, je peux écrire ce tenseur, celui-là, des contraintes globales, comme la somme des deux tenseurs. Un tenseur des contraintes normales, et on sait que la contrainte normale en mécanique du fluide, on l'a appelée la pression. En mécanique du solide, on l'appelle la contrainte normale. Mais en mécanique des fluides, on l'appelle la pression. Et la pression, elle est toujours dirigée vers la surface. Donc, c'est l'inverse de la normale. C'est pour ça qu'on a eu ce moins ici. D'accord? Plus les termes, bien sûr, les taux, c'est des contraintes de cisaillement. C'est les termes extra-diagonaux. D'accord? Remarquez bien, le tenseur de contrainte. Même si vous n'avez pas un écoulement, il n'y a pas d'écoulement, vous êtes en statique, les termes diagonaux, elles existent. Ces termes existent. Donc, les termes diagonaux, elles existent malgré à l'arrêt. D'accord? Mais les contraintes de cisaillement, elles ne peuvent exister que si vous avez un écoulement. Parce que dans un écoulement, vous avez le cisaillement entre les différentes couches. D'accord? On va profiter de ça. On va les utiliser. On va les injecter, ces contraintes. Toutes ces contraintes, on va les injecter. Et là, je donne par exemple une convention de si. Là, vous avez les 9 contraintes. Dès le départ, nous avons l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. D'accord? Remarquez bien, par exemple, si je prends cette surface
qui est là. Cette surface qui est là. D'accord? Le sigma XX, c'est la contrainte normale qui s'applique. Elle a la direction X, et ça voilà, et elle s'applique sur une surface dont la normale elle est suivant X. Regardez bien par exemple ici, la contrainte tangentielle qui s'applique sur cette même surface. D'accord? La contrainte sigma qui est là, c'est une contrainte suivant Y. Donc le deuxième indice, c'est la direction de la contrainte. Voilà, elle est suivant l'axe Y. Et le premier indice, X, elle s'applique sur une surface dont la normale, elle est suivant X. Donc le deuxième indice, c'est la direction de la contrainte. Le premier indice, c'est la normale à la surface. Quand est-ce qu'on parle de contrainte positive ou négative? Si les deux contraintes, si les deux indices sont dans les deux mêmes directions, là, vous avez la contrainte positive. Je vais vérifier. Remarquez bien. Je vais prendre, par exemple, cette surface qui est là. D'accord? Sigma YY. Elle est dans la direction de Y positif et elle est suivant cette normale de surface positive. Donc, positif et positif. Donc, ça donne une contrainte positive. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, cette contrainte, cette contrainte, on l'a déjà vue. Là aussi, remarquez cette contrainte qui est là. Sigma YX. Elle est dans la direction X, donc elle est positive. Elle s'applique sur une surface dont la normale Y, elle est aussi positive. Donc, dans cet exemple, toutes les contraintes dans cette figure sont positives. Il suffit que les deux contraintes sont dans la même direction, soit dans les deux directions positives, soit dans les deux directions négatives. L'essentiel, elles doivent être dans la même direction, suivant la même direction pour pouvoir dire que ma contrainte, elle est positive. Sinon, elle est négative. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Remarquez bien qu'on a écrit nos forces sous forme intégrale. Nous, on veut obtenir l'équation de quantité de mouvement sous forme différentielle. On va profiter toujours du théorème de la divergence pour passer de l'intégrale au différentiel. Donc, je vais écrire maintenant l'équation de quantité de mouvement linéaire sous forme intégrale. D'accord? Elle est là. Force de volume, force de surface, sigma des forces égale à la variation de quantité de mouvement. Très bien. De la même manière, on va utiliser le théorème de la divergence. D'accord? Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que le théorème de la divergence, il est aussi valable pour les tenseurs. Pour ce tenseur qui est là. Il est aussi valable. Il est valable pour les vecteurs, qu'on a déjà vu dans la première équation. Il est aussi valable pour les tenseurs. D'accord? Si je prends un tenseur quelconque, que je vais appeler J, grand G, IJ, donc je vais passer de l'intégrale double vers l'intégrale triple en utilisant toujours le théorème de la divergence, théorème de Gauss. Donc, je vais remplacer le J par divergence nabla J. Et je passe directement à l'intégrale triple. Très bien. Donc, je vais prendre ce cas devant nous, qui est en intégrale double, et ce terme qui est aussi en intégrale double, et je vais les transformer les deux en utilisant le théorème de la divergence. Donc, on aura ici sigma ij ds qui va donner divergence de sigma ij dv. Et là aussi,
nous avons, d'accord, regardez bien ici, nous allons intégrer cette divergence qui est là. Donc, divergence de l'ensemble qui est là, dv. Pourquoi j'ai fait ça? Pour rendre tous les termes en intégrale triple, pour pouvoir simplifier par la suite notre équation. Très bien. Et je vais faire la même, je vais combiner ça avec ça, je vais faire sortir l'intégrale ici comme facteur, d'accord? Et de la même manière, le terme entre crochets, puisque l'intégrale elle est nulle, donc le terme entre crochets, il est nul. Voilà mon terme entre crochets qui est nul. Donc je vais remettre ça à droite et je vais obtenir la variation de quantité de mouvement, regardez bien, sous forme différentielle, égale les forces de volume et la divergence de tenseur des contraintes surfaciques. Cette équation magnifique, c'est l'équation de quantité de mouvement linéaire sous forme différentielle, appelée aussi équation de Cauchy. D'accord? Je vais la manipuler encore, cette équation, d'accord? Et je vais la simplifier, comme vous voyez ici. Donc, comment je vais la simplifier? Je vais manipuler les opérateurs, divergence, et de suite, et utiliser aussi des identités vectorielles. Ça me permet, donc il y a des étapes intermédiaires, attention, je vous conseille de voir les livres. Cette manipulation, elle me permet d'obtenir une forme très simple de l'équation de Cauchy, qui est cette équation, d'accord? Voilà, c'est la même équation qui est là. J'ai utilisé uniquement des manipulations, d'accord? Et on va étudier minutieusement cette équation. Regardez bien ce terme qui est entre crochets. d sur dt plus divergence de ρv. On l'a vu déjà. C'est l'équation de continuité. C'est l'équation, la première équation qui est là. Je vous la rappelle, c'est ça. D'accord? Voilà. C'est cette équation qui est là. C'est l'équation de continuité. Et elle est nulle. Très bien. Donc, je reviens à ce résultat très important. Donc, cette équation entre crochets, c'est l'équation de continuité. Elle est nulle. Donc, je vais l'annuler carrément. Donc, ça me reste cette valeur et tout ce qui est à droite. Je vais sortir le ρ encore. D'accord? Et remarquez bien ce terme qui reste ici, entre crochets. Remarquez bien que c'est la dérivée partielle plus. Donc, c'est quoi? C'est la dérivée totale. ρ, dérivée totale de V sur dt. Donc, ce terme entre crochets, terme convectif et terme local. Dérivée locale, dérivée convective. C'est la dérivée totale. Et j'obtiens, très simple qui est là, de l'équation de Cauchy qui vous donne ρ dv sur dt égale ρg plus divergence de tenseur des contraintes, c'est-à-dire les pressions et les contraintes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais encore simplifier cette équation qui est là. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des contraintes. Et remarquez bien que dans le premier cours des contraintes, on avait que la contrainte, par exemple, taux, la contrainte de cisaillement, elle est égale à mu, la viscosité, fois dv sur dy. Donc, il y a un champ de vitesse. Donc, je vais faire la même chose. Je vais exprimer ce tenseur, tous les éléments de tenseur, toutes les contraintes, en fonction des champs de vitesse et de pression. D'accord?
Je vous rappelle la contrainte, la matrice des contraintes qui est là. D'accord? Je dois exprimer toutes ces contraintes qui sont là en fonction de la pression. Voilà, la pression elle est déjà exprimée dans les termes diagonaux. Et aussi en fonction de la vitesse. Ce sont les paramètres du problème. D'accord? Et je sais que taux, par exemple, taux XY, par exemple, c'est mu du sur dy. C'est l'équation de la contrainte de cisaillement. Donc, je vais remplacer tous ces éléments. D'accord? Bien. Donc, je reviens. Bien sûr. Donc, là, vous avez bien sûr une loi qui va lier la contrainte de cisaillement à la déformation, c'est-à-dire taux à du sur dy. Et là, on est obligé d'utiliser, de supposer un fluide newtonien. Pour pouvoir appliquer la loi taux égale mu du sur dy, je dois vérifier, je dois supposer que mon fluide il est newtonien. D'accord? Très bien. En coordonnées cartésiennes, donc l'équation de Cauchy, qui est là, je vais l'écrire comme ça. Rho, c'est quoi ça? Dérivée totale de U, suivant X, bien sûr. C'est l'équation de Cauchy. Cette équation vectorielle devant nous, je vais l'écrire suivant les trois axes, les trois composantes, et je vais remplacer toutes les composantes. Donc, ρ fois la dérivée totale. D'accord? Ρ fois la dérivée totale. Voilà la dérivée totale. Égale à ρg, ρg x, bien sûr. Je prends la divergence des termes suivant x. D'accord? Terme de pression, terme de cisaillement. La même chose pour y et la même chose pour z. Ça, c'est l'écriture, les trois composantes de l'équation de Cauchy en coordonnées cartésiennes. D'accord?